sa belle-mère milliardaire abandonna sa belle-fille paraplégique sur le bas-côté d'une route. Des années plus tard, en voyant la jeune fille à la télévision, elle fut stupéfaite par ses propos. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de nuances orangées et roses, tandis qu'Isabelle Moreau manœuvrait son SUV argenté hors de Paris. À l'arrière, Camille Dubois, 8 ans, observait par la fenêtre avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Son petit corps était solidement arrimé à son fauteuil roulant, rappel constant de l'accident tragique qui lui avait non seulement ravi sa mobilité, mais aussi la vie de sa mère. « Où allons-nous, Isabelle ?» demanda Camille, sa douce voix brisant le silence tendu qui régnait dans la voiture. Isabelle jeta un bref regard dans le rétroviseur, son visage un masque de faux calme. « C'est une surprise, ma chérie. Tu verras. » Les heures passèrent, et le paysage urbain céda la place à des champs ouverts et des forêts sombres. Camille se sentit de plus en plus mal à l'aise, quelque chose n'allait pas. Le trajet promis semblait être devenu un voyage sans fin. « Isabelle, j'ai faim » murmura Camille, ses yeux bleus si semblables à ceux de sa défunte mère, emplis de larmes non versées. « Nous y sommes presque » répondit sèchement Isabelle, les yeux rivés sur la route. Finalement, après ce qui parut une éternité, Isabelle ralentit la voiture, s'engageant sur un chemin de terre à peine visible. Le véhicule fut secoué violemment, forçant Camille à s'agripper aux accoudoirs de son fauteuil. Après quelques minutes de cette conduite brutale, Isabelle s'arrêta brusquement. « Nous sommes arrivés », annonça-t-elle, la voix étrangement froide et dénuée d'émotion. Avec des mouvements mécaniques, Isabelle sortit de la voiture et ouvrit le coffre. Camille entendit le son familier de son fauteuil roulant qu'on retirait et assemblait. Son cœur se mit à battre plus vite, saisi par une peur irrationnelle. Isabelle ouvrit la portière arrière et, avec une efficacité frôlant la cruauté, transféra Camille dans le fauteuil. Sans un mot, elle poussa le fauteuil de quelques mètres sur le chemin de terre, assez loin pour que la voiture ne soit plus visible dans l'obscurité grandissante. « Isabelle » appela Camille, la peur évidente dans sa voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sommes-nous ici ?» Isabelle s'agenouilla devant Camille, ses yeux aussi durs que la pierre, dépourvus de la tendresse que la fillette avait connue ces derniers mois. « Camille, ma chérie, c'est la fin de notre chemin. Ton père n'aurait jamais dû m'épouser. Je ne suis pas née pour être mère, et encore moins pour un enfant comme toi. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent sous le choc et l'incrédulité. Les mots d'Isabelle la frappèrent comme un coup physique, lui coupant le souffle. « Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu avais promis de prendre soin de moi. »« Parfois, les gens mentent, » répondit froidement Isabelle, sa voix aussi tranchante qu'une lame de glace. « La vie n'est pas un conte de fées, Camille. Il est temps que tu l'apprennes. » Camille sentit les larmes commencer à couler sur ses joues, son jeune esprit luttant pour comprendre la cruauté de ce moment. « S'il te plaît, Isabelle, ne fais pas ça. Je promets que je serai plus sage. Je promets que je ne causerai aucun problème. Ne me laisse pas ici. » Un instant, une lueur de remords vacilla dans les yeux d'Isabelle, mais elle fut rapidement remplacée par une froide détermination. Elle se releva, tourna le dos et retourna à la voiture. « Non, Isabelle, s'il te plaît !» cria Camille, la voix pleine de désespoir. « J'ai peur, ne me laisse pas seule !» Mais Isabelle ne se retourna pas. Elle monta dans la voiture, démarra le moteur et partit en trombe, laissant un nuage de poussière dans son sillage. Le bruit du moteur s'estompa progressivement jusqu'à ce que Camille n'entende plus que les battements frénétiques de son propre cœur et les bruits nocturnes de la forêt environnante. Camille resta là, seule, dans l'obscurité croissante, ses pleurs perdus dans le vide de la nuit. Le froid commença à s'infiltrer dans ses os, et les bruits autrefois lointains et inoffensifs de la forêt semblaient maintenant menaçants et oppressants. Les heures passèrent lentement. Camille, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide, alternait entre des crises de sanglots déchirants et un silence stupéfait. Son jeune esprit ne pouvait saisir l'ampleur de la trahison qu'elle venait de subir.
Papa, chuchota-t-elle à travers ses larmes. Papa, s'il te plaît, trouve-moi. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, dans une luxueuse chambre d'hôtel à Tokyo, Jean-Luc Dubois dormait profondément, épuisé après une longue journée de négociations commerciales. Il ignorait totalement la tragédie qui se déroulait en son absence. Le téléphone sonna, ses tonalités stridentes déchirant le calme de la nuit. Jean-Luc s'agita, momentanément désorienté. Il tâtonna dans l'obscurité pour trouver le téléphone. « Allô » marmonna-t-il, la voix pâteuse de sommeil. « Monsieur Dubois ?» La voix à l'autre bout du fil était tendue, urgente. « Ici l'inspecteur Dubois de la police locale. Monsieur, je regrette de vous informer que nous avons une situation. Votre fille, Camille, a disparu. » Le mot frappa Jean-Luc comme une gerbe d'eau glacée. Il se redressa d'un bond, toute trace de somnolence s'étant envolée. « Quoi ? Comment peut-elle avoir disparu ? Où est Isabelle ? Votre femme a signalé qu'elle avait emmené Camille faire un tour en voiture hier après-midi, mais elles ne sont jamais rentrées. Isabelle prétend que Camille a été enlevée lorsqu'elle s'est arrêtée pour faire le plein. » Le monde de Jean-Luc se mit à tourner. Il sentit une vague de nausée monter dans sa gorge. « Ce n'est pas possible. Êtes-vous sûr ? Avez-vous vérifié partout ? Nous faisons tout notre possible, monsieur Dubois, l'assura l'inspecteur, mais nous avons besoin que vous reveniez immédiatement. Votre présence pourrait être cruciale pour l'enquête. » Jean-Luc pouvait à peine respirer, tandis que l'inspecteur poursuivait sur la recherche en cours et les procédures policières. Son esprit tourbillonnait, imaginant les pires scénarios. « Je rentre tout de suite », parvint à dire Jean-Luc, la voix tremblante. « S'il vous plaît, trouvez ma fille. S'il vous plaît. » Dès qu'il raccrocha, Jean-Luc tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Camille, murmura-t-il. « Mon Dieu, Camille, que t'est-il arrivé ?» Les mains tremblantes, il commença à faire ses valises, l'esprit en proie à un tourbillon de peur et de culpabilité. Comment avait-il pu laisser Camille derrière lui ? Comment avait-il pu faire si aveuglément confiance à Isabelle, une femme qu'il connaissait depuis si peu de temps ? Tandis que Jean-Luc se précipitait pour prendre le premier vol de retour, Isabelle, dans son salon, répétait son histoire d'enlèvement. Elle avait passé des heures à élaborer un scénario plausible, s'exerçant devant le miroir à prendre des expressions éplorées et désespérées. « Je n'ai tourné le dos qu'une seconde, » marmonnait-elle, de fausses larmes brillant dans ses yeux. Quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, elle avait disparu. Oh mon Dieu, comment ai-je pu laisser faire ça ? Isabelle savait que les jours suivants seraient critiques. Elle devrait maintenir la façade d'une belle-mère dévastée, naviguant habilement dans l'enquête policière et le regard du public. Mais elle avait confiance en son plan. Après tout, qui soupçonnerait une femme qui avait passé les derniers mois à s'occuper d'un enfant handicapé ? Ce qu'Isabelle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait jamais pu prédire, c'est que son acte cruel de cette nuit-là déclencherait une chaîne d'événements qui entraînerait finalement sa chute. Elle n'avait aucun moyen de prévoir la détermination farouche d'un père à retrouver son enfant, ni la résilience d'une petite fille qui refusait d'abandonner. Alors que la nuit se poursuivait, 3 vies suivaient des chemins radicalement différents. Camille, seule et terrifiée sur une route sombre, luttant contre le froid et sa peur. Jean-Luc, traversant les océans, poussé par le désespoir et l'espoir. Et Isabelle, chez elle, tissant une toile de mensonges qu'elle croyait impénétrable. Le jour qui a tout changé n'était pas seulement le jour du cruel abandon de Camille. C'était le jour où la vraie nature d'Isabelle fut révélée, le jour où la confiance inébranlable de Jean-Luc en sa nouvelle femme fut violemment brisée, et le jour où Camille, une enfant innocente, fut forcée d'affronter la cruauté du monde d'une manière qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Les conséquences de ce jour s'étendraient sur des années, testant les limites de l'amour, de la confiance et de la capacité de chacun à pardonner. Et bien qu'aucun d'eux n'ait pu le savoir à ce moment-là, c'était le début d'un voyage qui les emmènerait dans des endroits qu'ils n'avaient jamais imaginés, tant physiquement qu'émotionnellement.
La douce lumière de l'aube commençait à peine à colorer le ciel, lorsque Madame Dubois, une infirmière à la retraite de 62 ans, sortit pour sa promenade matinale. L'air frais du matin et le chant des oiseaux étaient un baume pour son esprit, parti d'une routine qu'elle avait établie depuis son déménagement dans cette petite ville rurale de Bourgogne après des décennies de travail stressant dans un hôpital de grande ville. Madame Dubois se promenait avec contentement le long du chemin de terre, savourant le silence de la campagne, quand quelque chose d'inhabituel attira son attention. Au loin, elle aperçut ce qui ressemblait à un fauteuil roulant. Curieuse et légèrement inquiète, Madame Dubois s'approcha. La vue qui s'offrit à ses yeux lui serra le cœur. Une jeune fille, juste une enfant, était assise dans le fauteuil, tremblante, son visage strié de larmes, fixé sur Madame Dubois avec un mélange d'espoir et de peur. « Oh mon Dieu !» murmura Madame Dubois, se hâtant vers l'enfant. « Ma chérie, ça va? Que s'est-il passé ?» La fillette la regarda simplement, les lèvres tremblantes. Quand Madame Dubois s'agenouilla à côté d'elle, l'enfant parla enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure rauque. Froid, peur. Sans hésiter, Madame Dubois retira son manteau et le drapa sur les épaules de la fillette. « Ne t'inquiète pas, ma puce, tu es en sécurité maintenant. Je vais prendre soin de toi. » Doucement, Madame Dubois commença à pousser le fauteuil roulant vers sa maison. La fillette resta silencieuse tout au long du trajet, laissant échapper un sanglot occasionnel. Une fois à l'intérieur, Madame Dubois installa soigneusement l'enfant sur le canapé, l'enveloppant dans des couvertures chaudes et lui préparant un chocolat chaud. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» demanda doucement Madame Dubois en lui offrant la tasse fumante. La fillette marqua une pause, ses yeux s'inondant à nouveau de larmes. « Camille !» chuchota-t-elle enfin. « Camille !» répéta Madame Dubois en souriant chaleureusement. « C'est un joli nom. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Où sont tes parents ?» Mais Camille secoua seulement la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Isabelle, elle m'a laissé seule. » Madame Dubois sentit une vague de colère en imaginant quelqu'un abandonner un enfant, surtout un enfant ayant des besoins spéciaux. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. « Camille, ma chérie, je vais appeler l'hôpital, d'accord? Nous devons nous assurer que tout va bien. » Les heures suivantes furent un tourbillon. Les ambulanciers arrivèrent, examinèrent Camille et l'emmenèrent à l'hôpital local de Bourgogne. Madame Dubois insista pour l'accompagner, refusant de laisser la fillette seule. À l'hôpital, les médecins étaient perplexes. Camille n'avait pas de nouvelles blessures, mais était clairement traumatisée. Plus troublant encore, il n'y avait aucune trace d'elle dans le système, aucun rapport d'enfant disparu, aucun enfant correspondant à sa description dans les bases de données locales ou nationales. C'est comme si elle venait d'apparaître de nulle part, dit le docteur Dubois, en fronçant les sourcils devant les résultats des tests. Madame Dubois s'assit au chevet de Camille, tenant la main de l'enfant pendant qu'elle dormait, épuisée par son épreuve. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demanda Madame Dubois au médecin. « Eh bien, nous devrons informer les services sociaux, » répondit-il. « Jusqu'à ce que nous en apprenions plus sur sa situation, elle aura besoin d'un endroit où rester. » Madame Dubois n'hésita pas. « Elle peut rester avec moi, » dit-elle fermement. « Je suis une infirmière à la retraite, je peux prendre soin d'elle. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Jean-Luc Dubois vivait son propre cauchemar. Depuis son retour précipité de son voyage d'affaires, il n'avait presque ni dormi ni mangé. Ses journées étaient consumées par des recherches effrénées, des discussions interminables avec la police et des appels publics désespérés. La nuit, lorsque l'absence de Camille devenait un poids insupportable, Jean-Luc se tournait vers l'alcool. Le whisky atténuait la douleur, adoucissait les bords tranchants de la culpabilité qui le rongeait. Comment avait-il pu permettre que cela arrive? Comment avait-il si terriblement échoué à protéger son enfant? Isabelle, de son côté, jouait à la perfection le rôle de l'épouse et de la belle-mère au cœur brisé. Elle organisa des battues, donna des interviews larmoyantes à la presse locale et réconforta Jean-Luc dans ses moments les plus sombres.
À l'intérieur, cependant, elle se délectait. Son plan avait fonctionné à merveille. Camille était sortie de sa vie et elle avait maintenant à la fois Jean-Luc et l'entreprise dans la paume de sa main. De retour dans la petite ville de Bourgogne, Madame Dubois faisait face à ses propres défis. S'occuper de Camille s'avéra difficile, mais gratifiant. L'enfant parlait peu, communiquant principalement par des gestes et des expressions faciales. Madame Dubois apprit à lire chaque léger signal, anticipant les besoins de Camille avant qu'elle ne les exprime. Les nuits étaient particulièrement dures. Camille souffrait de cauchemars fréquents, se réveillant en hurlant, son petit corps tremblant de peur. Madame Dubois passait des heures au chevet de Camille, chantant doucement et lui caressant les cheveux jusqu'à ce que la fillette se rendorme. Pendant la journée, Madame Dubois adapta sa maison pour répondre aux besoins de Camille. Elle installa des rampes, abaissa les interrupteurs et réarrangea les meubles pour accueillir le fauteuil roulant. Chaque petit pas en avant, un sourire supplémentaire, un nouveau mot, était une victoire que Madame Dubois chérissait. La communauté locale, émue par l'histoire de Camille et impressionnée par le dévouement de Madame Dubois, se mobilisa autour d'elle. Les voisins apportèrent des repas faits maison, des jouets et des vêtements pour Camille. Le menuisier local proposa de construire un petit ascenseur pour la salle de bain. Une enseignante à la retraite se porta volontaire pour donner des cours particuliers à Camille, à la maison. Progressivement, Camille commença à s'ouvrir. Des mots hésitants formèrent de courtes phrases, des sourires timides devinrent plus fréquents. Elle avait encore des moments de profonde tristesse, des moments où elle appelait doucement son père. Mais Madame Dubois était toujours là pour la réconforter. Pendant ce temps, la vie de Jean-Luc sombrait. Ses performances au travail en souffraient, et il commença à manquer des réunions critiques. La boisson, initialement une évasion nocturne, l'accompagnait maintenant dans la journée. Il cachait des bouteilles dans son bureau, buvant des gorgées furtives entre les appels et les emails. Isabelle, y voyant une opportunité, commença à assumer plus de responsabilités dans l'entreprise. Elle assista à des réunions au nom de Jean-Luc, prit des décisions importantes et devint progressivement indispensable au fonctionnement de l'organisation. « Tu as besoin de repos, chérie, » disait-elle à Jean-Luc, sa voix débordant d'une fausse compassion. « Laisse-moi m'occuper des choses pour l'instant. Concentre-toi simplement sur la recherche de Camille. » Jean-Luc, écrasé par la culpabilité et abruti par l'alcool, remarqua à peine ce qui se passait autour de lui. Sa vie s'était réduite à une seule mission, retrouver Camille. Tout le reste, son travail, sa santé, son mariage, était secondaire. Les semaines se transformèrent en mois. Dans la petite ville de Bourgogne, Camille continuait de s'adapter à sa nouvelle vie avec Madame Dubois. Bien qu'elle ait encore des moments de confusion et de chagrin, elle trouvait du réconfort dans la routine quotidienne et l'affection indéfectible de sa gardienne. Madame Dubois, observant les progrès de Camille, ressentait à la fois de la joie et de l'appréhension. Quelque part, une famille cherchait cette fille, mais l'idée de perdre Camille, de la renvoyer dans un monde qui l'avait si profondément blessée, était presque impensable. Un soir, alors que Madame Dubois couchait Camille, la fillette lui attrapa la main. « Grand-mère Marie », dit-elle doucement, utilisant le surnom qu'elle avait adopté pour sa gardienne. « Est-ce que tu vas me renvoyer ?» Le cœur de Madame Dubois se serra. « Non, ma chérie, » répondit-elle, la voix nouée par l'émotion. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le voudras. C'est ta maison maintenant. » Alors que Camille s'endormait avec un petit sourire sur les lèvres, Madame Dubois fit une promesse silencieuse. Elle protégerait cet enfant, quoi qu'il en coûte. Elle donnerait à Camille l'amour, la sécurité et la stabilité qu'elle méritait. Ce que Madame Dubois ne savait pas, ce que personne ne pouvait prédire, c'est que le destin avait d'autres plans. La route à venir serait longue et pleine de rebondissements, testant les limites de l'amour, de la loyauté et de la résilience pour toutes les personnes impliquées. Mais pour l'instant, dans cette petite maison d'une ville rurale tranquille, une nouvelle famille s'était formée, forgée dans la chaleur de la compassion et renforcée par le pouvoir de l'amour inconditionnel.
Pendant ce temps, de retour dans la grande ville, Isabelle poursuivait son jeu manipulateur. Avec Jean-Luc de plus en plus absent et dépendant de l'alcool, elle prit le contrôle quasi total de l'entreprise. Son ambition, autrefois discrète, était désormais pleinement affichée. Elle était impitoyable en affaires, concluant des accords audacieux et prenant des décisions qui surprenaient même les cadres les plus chevronnés. Jean-Luc, dans ses moments de lucidité, sentait que quelque chose n'allait pas, mais la douleur de la perte de Camille et le confort anesthésiant de l'alcool l'empêchèrent d'agir. Il était devenu l'ombre de l'homme qu'il avait été, n'apparaissant que occasionnellement au bureau, ses yeux rouges et son apparence débraillée, témoignant silencieusement de sa souffrance. Au fil du temps, l'histoire de Camille, la mystérieuse jeune fille retrouvée au bord de la route, commença à circuler au-delà de la petite ville. Les journaux locaux publièrent des articles, et bientôt l'histoire attira l'attention des médias nationaux. Des croquis de Camille furent distribués, accompagnés d'appels à toute information sur son identité. Madame Dubois observa tout cela avec des émotions mitigées. Une partie d'elle voulait que Camille retrouve sa vraie famille, mais une autre partie craignait de perdre l'enfant qui était devenu le centre de sa vie. Le destin, cependant, avait ses propres desseins. Un matin ordinaire, alors que Jean-Luc feuilletait nonchalamment le journal dans son bureau, ses yeux tombèrent sur une petite note concernant une jeune fille non identifiée, retrouvée des mois plus tôt. La description lui fit s'arrêter le cœur. Les mains tremblantes, il décrocha le téléphone. Il était temps que la vérité émerge, et les vies de toutes les personnes impliquées étaient sur le point de changer à jamais. L'aube apportait avec elle une symphonie de sons ruraux, le chant des coqs, le meuglement lointain des vaches, le doux bruissement des feuilles dans la brise. Pour Camille, ces sons, autrefois étrangers, semblaient maintenant familiers et réconfortants. Assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre de sa chambre, elle observait le monde s'éveiller avec des yeux curieux et alertes. Madame Dubois entra dans la pièce, emportant avec elle l'odeur du café frais et du pain grillé. « Bonjour, ma chérie. Prête pour une autre journée ?» Camille hocha la tête, un petit sourire courbant ses lèvres. « On peut aller voir les poules aujourd'hui ?» La simple demande fit bondir de joie le cœur de Madame Dubois. Au cours des dernières semaines, Camille avait montré un intérêt croissant pour le monde qui l'entourait, en particulier pour les animaux de la ferme voisine. « Bien sûr que nous le pouvons, mon amour. Après le petit déjeuner, nous irons. » Au fil des jours, Camille parla de plus en plus, ses phrases autrefois courtes et hésitantes devenant plus élaborées. Elle posait des questions sur les plantes du jardin, sur le fonctionnement de la ferme, sur le nom des étoiles qui parsemaient le ciel nocturne. Pourtant, toute mention de son passé était habilement évitée, ses yeux s'assombrissant d'un chagrin qui brisait le cœur de Madame Dubois. Madame Dubois, de son côté, se jeta corps et âme dans l'adaptation de sa maison et de sa routine pour Camille. Des rampes furent installées, les meubles furent réarrangés, et un emploi du temps quotidien fut établi pour fournir structure et confort. Chaque petit triomphe, un nouveau mouvement, un nouveau mot, un sourire spontané, était célébré comme une victoire majeure. À la ferme voisine, Camille découvrit un nouveau monde fascinant. Elle passait des heures à observer les poules, riant de leur démarche maladroite et de la façon dont elles picoraient le sol à la recherche de nourriture. Les lapins, avec leurs nez frétillants et leurs oreilles douces, devinrent ses confidents silencieux. « Salut, monsieur Grandes Oreilles », chuchota Camille à un lapin particulièrement grand et poilu. « Est-ce que tu fais aussi des mauvais rêves parfois ?» Madame Dubois observait ces interactions avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Il était clair que Camille trouvait du réconfort auprès des animaux, peut-être parce qu'ils offraient une compagnie sans attente ni questions difficiles. Juliette, l'assistante sociale assignée au cas de Camille, effectuait des visites régulières. Elle observait les progrès de Camille avec un œil professionnel, mais ne pouvait s'empêcher d'être émue par le lien évident entre la fillette et Madame Dubois. « Elle s'adapte bien », remarqua Juliette lors d'une de ses visites. Mais nous n'avons toujours trouvé aucune piste sur son identité ou sa famille. Madame Dubois hocha la tête
une boule dans la gorge. La pensée de perdre Camille au profit d'une famille inconnue pesait lourdement sur elle, même si elle savait qu'elle devait garder à l'esprit l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est par un après-midi pluvieux que Camille découvrit la peinture. Madame Dubois avait installé une petite table avec du papier et des peintures, espérant que cela offrirait une distraction au temps maussade. Ce qui se passa ensuite fut tout simplement extraordinaire. Camille plongea dans le monde des couleurs avec une ferveur que Madame Dubois n'avait jamais vue. Ses mouvements, habituellement limités par sa paralysie, semblaient s'écouler avec une nouvelle grâce alors qu'elle guidait le pinceau sur le papier. Les heures passèrent, et quand Camille se pencha finalement en arrière, Madame Dubois fut stupéfaite par ce qu'elle vit. La peinture était vive et chargée d'émotions, un tourbillon de couleurs sombres parsemé de petits points de lumière, comme des étoiles dans une nuit d'orage. Il y avait une profondeur qui semblait impossible pour un enfant si jeune. « Camille, c'est incroyable !» chuchota Madame Dubois, sincèrement impressionnée. Camille regarda la peinture, puis Madame Dubois, ses yeux brillants d'un mélange de fierté et de vulnérabilité. « C'est ce que je ressens à l'intérieur parfois, » dit-elle doucement. À ce moment-là, Madame Dubois réalisa que l'art n'était pas seulement un passe-temps pour Camille. C'était un langage, une façon d'exprimer les émotions qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Dans les jours qui suivirent, Madame Dubois réorganisa la routine de Camille pour y inclure plus de temps pour l'art. Elle fit des recherches sur des programmes d'éducation à domicile, se concentrant particulièrement sur les arts visuels. Juliette, en voyant le talent de Camille, aida à les mettre en contact avec des ressources et des programmes spécialisés. Tandis que Camille s'épanouissait dans son nouvel environnement, la vie de Jean-Luc poursuivait sa spirale descendante. Ses nuits de forte consommation d'alcool commencèrent à avoir un impact plus notable sur son travail. Il arrivait en retard aux réunions quand il se présentait, souvent avec les yeux injectés de sang et une haleine qui révélait son addiction. « Monsieur Dubois, tout va bien ?» demanda un des investisseurs après une présentation particulièrement désastreuse. Jean-Luc força un sourire, la sueur coulant dans son dos. « Bien sûr, juste une mauvaise nuit de sommeil, vous savez ce que c'est. » Mais tout le monde savait. Les chuchotements dans les couloirs, les regards apitoyés, les expressions désapprobatrices, tout cela pesait sur Jean-Luc, l'enfonçant plus profondément dans la bouteille. Isabelle, d'autre part, semblait s'épanouir au milieu du chaos. Elle reprit en douceur les responsabilités que Jean-Luc laissait tomber, impressionnant clients et collègues par son efficacité et son charme. Son ambition, autrefois soigneusement cachée, brillait maintenant au grand jour. « Ne t'inquiète pas, chérie, » dit-elle à Jean-Luc, sa voix un mélange de compassion et de condescendance. « Je m'occuperai de tout. Tu as juste besoin de te concentrer sur ton rétablissement. » Ce qu'Isabelle n'aurait pu savoir, ce qui ne lui avait même jamais traversé l'esprit, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, la jeune fille qu'elle avait abandonnée était non seulement vivante, mais commençait à s'épanouir. Un après-midi particulièrement productif, Camille peignit une série de tableaux, des champs ensoleillés parsemés de marguerites, un ciel nocturne débordant d'étoiles et un portrait étonnamment détaillé de Madame Dubois. « Ils sont magnifiques, Camille !» loua Madame Dubois, le cœur gonflé de fierté. « Tu as vraiment un don. » Camille sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Merci, grand-mère Marie, je me sens heureuse quand je peins. » Cette nuit-là, alors que Madame Dubois couchait Camille, elle ne put s'empêcher de réfléchir à l'avenir. Le talent artistique de Camille était indéniable, mais que se passerait-il si quelqu'un la reconnaissait? Et si sa vraie famille se présentait pour l'emmener? Grand-mère Marie, la voix endormie de Camille, coupa ses pensées. « Oui, ma chérie, je t'aime. » 3 mots simples, mais ils signifiaient le monde entier. Madame Dubois sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime aussi, ma petite artiste. » Alors que Camille s'endormait, Madame Dubois fit une promesse silencieuse. Quel que soit l'avenir, elle ferait tout son possible pour protéger et nourrir le don de Camille. Cet enfant extraordinaire méritait toutes les opportunités que le monde pouvait offrir. Ce que Madame Dubois ne savait pas,
c'est que le destin était déjà en marche. Les peintures de Camille, si pleines de sentiments et de talent, seraient la clé pour percer le mystère de son passé. Et bientôt, très bientôt, les mondes séparés de Camille, Madame Dubois, Jean-Luc et Isabelle, entreraient en collision d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la chambre de Camille, illuminant un coin où une toile blanche attendait patiemment. Maintenant âgée de 8 ans, Camille était assise dans son fauteuil roulant adapté, les yeux brillants d'anticipation. Ses mains, autrefois hésitantes, se déplaçaient maintenant avec confiance alors qu'elle sélectionnait ses pinceaux. « Alors, qu'est-ce que tu vas peindre aujourd'hui, ma chérie ?» demanda Madame Dubois en entrant dans la pièce avec un plateau de petit déjeuner. Camille sourit, illuminant tout son visage. « Quelque chose que j'ai vu en rêve, grand-mère Marie. C'était une voiture, mais elle volait. » Madame Dubois sentit un pincement au cœur. Ces derniers mois, les peintures de Camille étaient devenues de plus en plus vives, parfois dérangeantes, des voitures renversées, des routes sombres, des silhouettes menaçantes. Madame Dubois soupçonnait qu'il s'agissait de fragments des souvenirs refoulés de Camille. Alors que Camille se concentrait sur sa nouvelle œuvre, Madame Dubois réfléchit au chemin parcouru. Les dons artistiques de Camille s'étaient épanouis de manière extraordinaire, évoluant de simples gribouillages colorés à des peintures complexes et chargées d'émotions qui laissaient les spectateurs admiratifs. La nouvelle de la jeune prodige de l'art dans la petite ville se répandit rapidement. Voisins, amis, même des étrangers, commencèrent à se présenter chez Madame Dubois, curieux de voir les œuvres de la petite artiste en fauteuil roulant, comme certains l'appelaient affectueusement. « Elle a un don spécial », commenta Madame Dupont, l'enseignante d'art à la retraite de la ville, après avoir examiné l'une des peintures de Camille. Il y a une profondeur émotionnelle dans son travail qui est rare, même pour les artistes adultes. Bien que Madame Dubois fût gonflée de fierté face à ces compliments, elle ressentait aussi un sentiment d'effroi. Plus Camille recevait d'attention, plus le risque que quelqu'un la reconnaisse était élevé, ramenant son passé s'écraser sur elle. Camille, d'autre part, semblait s'épanouir sous l'attention croissante. Elle parlait plus ouvertement maintenant, décrivant avec enthousiasme ses peintures, bien qu'elle évitât toujours toute mention directe de son passé. Celle-ci, expliqua Camille à Juliette lors d'une visite de routine en montrant une peinture sombre d'une route déserte, parle du sentiment de solitude. Mais tu vois, il y a une lumière au bout. C'est l'espoir. Juliette étudia attentivement la peinture, notant des détails subtils. La silhouette d'un fauteuil roulant presque caché dans l'ombre, la silhouette lointaine qui pourrait être une femme s'éloignant. « Camille, tes peintures sont incroyables. Elles racontent une histoire, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête, ses yeux s'assombrissant momentanément. « Parfois, quand je peins, je vois des choses, je me souviens de choses. Mais c'est confus. » Madame Dubois et Juliette échangèrent des regards troublés. De toute évidence, l'art de Camille devenait une fenêtre sur son passé traumatisant. Encouragée par le talent de Camille et désireuse de célébrer ses progrès, Madame Dubois décida d'organiser une petite exposition au centre communautaire local. La salle paroissiale fut transformée en une galerie improvisée, les murs ornés des créations vibrantes de Camille. Le jour de l'exposition, la petite ville bourdonnait d'excitation. Des habitants de tous âges se rassemblèrent pour admirer le travail de Camille, laissant des messages de soutien et d'éloge dans un livre d'or. Camille, vêtue de sa plus belle tenue, avec des fleurs dans les cheveux, était le centre de l'attention. Elle répondit aux questions avec un mélange de timidité et de fierté, ses yeux brillant chaque fois que quelqu'un complimentait l'une de ses œuvres. « Comment parvenez-vous à capturer autant d'émotions dans vos peintures, Camille ?» demanda un journaliste du journal local. Camille hésita, cherchant du regard l'assurance de Madame Dubois. « Je peins ce que je ressens. Parfois, ce sont des choses heureuses, comme des champs de fleurs ou un ciel étoilé. » Elle fit une pause, baissant la voix jusqu'à un quasi-murmure. « D'autres fois, ce sont des choses qui me font peur, mais les peindre les rend moins effrayantes.
Le journaliste hocha la tête avec sympathie, prenant des notes rapides. Madame Dubois, observant de loin, ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Camille s'ouvrait, mais chaque mot sur son passé était comme traverser un champ de mine. Pendant que l'exposition d'art de Camille recueillait une attention positive, à des centaines de kilomètres de là, Jean-Luc Dubois menait son propre combat. Assis dans son bureau, il fixait la bouteille de whisky à moitié vide sur son bureau, luttant contre l'envie de se verser un autre verre. « Monsieur Dubois !» La voix de sa secrétaire le tira de sa sombre rêverie. « Monsieur Jamieson de Midwest Corp est là pour la réunion. » Jean-Luc sentit une vague de panique. La réunion avec Midwest Corp, comment avait-il pu l'oublier? C'était un contrat de plusieurs millions de dollars, vital pour l'entreprise. Les mains tremblantes, il redressa sa cravate et essaya de se ressaisir. « Faites-le entrer, » dit-il, la voix rauque. Dès le début, la réunion fut un désastre. Jean-Luc bégaya, perdit le fil de ses pensées et faillit renverser son café plus d'une fois. M. Jamieson observait avec un mélange de confusion et de désapprobation. « Monsieur Dubois !» intervint finalement Jamieson, coupant une explication particulièrement confuse. « Peut-être serait-il préférable de reporter cette réunion à un autre jour, lorsque vous serez plus préparé. » Jean-Luc sentit le goût amer de la honte sur sa langue. « Monsieur Jamieson, je peux expliquer. » Mais Jamieson était déjà debout, rassemblant ses papiers. « Nous vous recontacterons, » dit-il froidement en quittant la pièce. Jean-Luc s'effondra dans sa chaise, la réalité de la proximité de tout, perdre le frappant enfin. Il avait besoin d'aide, il le savait, mais la pensée d'affronter sa douleur, l'échec à protéger Camille, sans l'engourdissement de l'alcool, était terrifiante. De retour à l'exposition de Camille, Juliette examinait les peintures de la fillette, avec un œil professionnel. En tant qu'assistante sociale, elle avait vu de nombreux enfants traumatisés s'exprimer par l'art, mais le travail de Camille était exceptionnel. « Madame Dubois » appela Juliette, faisant signe à la femme plus âgée de s'approcher. « Avez-vous envisagé d'utiliser les peintures de Camille comme une forme de thérapie, ou peut-être comme un indice pour en savoir plus sur son passé ?» Madame Dubois se mordit la lèvre, pensive. « J'y ai pensé, oui, mais j'ai peur de pousser Camille. Elle a encore si peur quand on parle directement d'avant. » Juliette hocha la tête, compréhensive. « Je vois votre préoccupation, mais regardez cette peinture. » Elle montra une œuvre représentant une route sombre, une seule voiture au loin et une partie d'une plaque d'immatriculation visible. Ce pourrait être de vrais indices. Un frisson parcourut l'échine de Madame Dubois. L'idée d'utiliser l'art de Camille pour découvrir son passé était à la fois excitante et effrayante. Et s'il découvrait quelque chose que Camille n'était pas prête à affronter. « Que suggérez-vous » demanda Madame Dubois, en gardant sa voix basse pour que Camille, qui discutait joyeusement avec les visiteurs, n'entende pas. « Nous pourrions commencer doucement, » répondit Juliette. « Peut-être faire appel à un thérapeute spécialisé en art-thérapie, quelqu'un qui peut aider Camille à traiter ce qu'elle exprime dans ses peintures, sans la mettre sous pression. » Madame Dubois hocha lentement la tête. « D'accord, mais le bien-être de Camille passe avant tout. Dès que cela semblera trop pour elle, nous arrêterons immédiatement. » Juliette termina en offrant un sourire rassurant. Alors que les deux femmes discutaient des prochaines étapes, Camille continuait d'enchanter les visiteurs avec ses explications enthousiastes sur chaque peinture. Son sourire était radieux, ses yeux brillaient d'une nouvelle confiance. Observant à une courte distance, Madame Dubois ressentit une vague écrasante d'amour et de protectionnisme. Camille avait parcouru un si long chemin depuis cette nuit terrifiante sur la route. Elle n'était plus seulement la fille en fauteuil roulant ou la petite artiste. Elle était une survivante, une créatrice, une lumière brillante dans un monde qui pouvait souvent être sombre. Quel que soit l'avenir de Camille, il restait incertain, mais à ce moment-là, entourée de son art et de la chaleur de sa communauté adoptive, elle s'épanouissait. Et Madame Dubois jura silencieusement de faire tout en son pouvoir pour que Camille continue de briller, quoi que le destin lui réserve. Le centre communautaire de la petite ville bourdonnait d'anticipation.
Des dizaines d'œuvres d'artistes locaux de tous âges ornettent les murs et les chevalets. Au centre de tout cela, un fauteuil roulant se déplaçait en douceur parmi les expositions, sa jeune occupante absorbant tout avec des yeux brillants et avides. Camille, maintenant âgée de 8 ans, avait participé au concours d'art local après de nombreuses incitations de la part de Madame Dubois et de Juliette. Sa peinture, un portrait vif et émouvant d'une fille seule dans un champ de tournesol, se distinguait parmi les autres œuvres. Et la première place dans la catégorie jeunesse revient à Camille Dubois pour « Espoir en jaune », annonça le président du jury, sa voix résonnant dans la salle. Un bref silence fut suivi d'une explosion d'applaudissements. Madame Dubois, les larmes aux yeux, poussa le fauteuil roulant de Camille jusqu'à la scène improvisée. « Félicitations, ma chérie », murmura Madame Dubois, se penchant pour serrer Camille dans ses bras. « Je suis si fière de toi. » Camille, les joues rouges d'excitation, accepta le petit trophée et un chèque symbolique. Lorsque le juge lui tendit le microphone, elle hésita brièvement avant de parler. « Merci, dit-elle, la voix douce mais claire. Je peins parce que ça m'aide à comprendre les choses. Parfois, quand je ne peux pas dire les mots, je peux peindre les sentiments. » Une vague d'approbation parcourut le public. Juliette, observant de près, nota la fierté qui brillait dans les yeux de Madame Dubois, ainsi qu'une pointe d'inquiétude. L'assistante sociale savait que plus Camille s'exprimait par l'art, plus ils se rapprochèrent de la découverte de son mystérieux passé. Tandis que Camille célébrait sa victoire à des centaines de kilomètres de là, dans la salle du conseil d'administration des entreprises Dubois, l'atmosphère ne pouvait être plus différente. Jean-Luc Dubois, les yeux injectés de sang et les mains tremblantes, tentait de garder son sang-froid face au conseil d'administration. L'odeur d'alcool sur son haleine était perceptible, même à distance. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix mal assurée, les chiffres du dernier trimestre étaient... » Il s'interrompit, perdant le fil de ses pensées. Le silence dans la pièce était palpable, rompu seulement par le tapotement nerveux des stylos sur les bloc-notes. Isabelle, assise à la droite de Jean-Luc, intervint en douceur. Ce que Jean-Luc veut dire, c'est que malgré les récents défis, notre entreprise a maintenu une croissance stable de 3% au cours du dernier trimestre. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Ce n'était un secret pour personne que Jean-Luc avait des difficultés depuis la disparition de sa fille, mais le voir dans un tel état lors d'une réunion cruciale était choquant. « Monsieur Dubois, » prit enfin la parole le président du conseil, « peut-être devrions-nous faire une pause. » Jean-Luc, soudain lucide, acquiesça. « Oui, une pause serait une bonne chose. » Dès que la porte se referma derrière le dernier membre du conseil, Isabelle se tourna vers Jean-Luc, le regard d'acier. « Ça ne peut plus durer, Jean-Luc, » dit-elle, sa voix un mélange de frustration et de fausse inquiétude. « Tu es en train de détruire tout ce que tu as construit. » Jean-Luc s'affaissa dans sa chaise, la réalité de sa situation le rattrapant enfin. « Je sais, Isabelle, je sais, mais sans Camille, je ne sais pas comment continuer. » Isabelle saisit l'occasion. « Peut-être qu'il est temps de prendre du recul, Jean-Luc, pour le bien de l'entreprise et pour ton propre bien. » Dans les jours qui suivirent, Isabelle orchestra habilement le retrait temporaire de Jean-Luc. Lors d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration, elle plaida de manière convaincante pour assumer le rôle de PDG par intérim. « Jean-Luc a besoin de temps pour se rétablir », argumenta-t-elle, la voix chargée d'une fausse compassion, « et l'entreprise a besoin d'une direction stable. Je peux l'assurer pendant que nous soutenons Jean-Luc dans son rétablissement. » Préoccupé par la stabilité de l'entreprise et son image publique, le conseil accepta à l'unanimité. En quelques jours, Isabelle se retrouva en contrôle quasi total des entreprises Dubois. Tandis qu'Isabelle célébrait son ascension au pouvoir dans son nouveau bureau, Madame Dubois faisait face à ses propres défis. Une toux persistante et une fatigue croissante l'incitèrent à subir une série de tests médicaux. « Madame Dubois, » dit le docteur Dubois, son expression grave en examinant les résultats, « je crains que les tests ne montrent des signes précoces de cancer du poumon. » Madame Dubois sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Cancer, chuchota-t-elle, son esprit se tournant instantanément vers Camille. Mais Camille, elle a besoin de moi. Le médecin posa une main réconfortante sur l'épaule de Madame Dubois. Nous l'avons détecté tôt, Marie. Avec un traitement approprié, vos chances sont bonnes. Mais vous devez prendre soin de vous. Cette nuit-là, après avoir couché Camille, Madame Dubois s'assit dans son fauteuil préféré, les pensées en ébullition. Comment pourrait-elle s'occuper de Camille tout en subissant un traitement? Et si quelque chose lui arrivait, qu'adviendrait-il de Camille? Ses pensées furent interrompues par un bruit doux venant de la chambre de Camille. Se levant, Madame Dubois alla voir la fillette. Camille était assise dans son lit, serrant une photo encadrée de Madame Dubois, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Camille, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Madame Dubois en s'asseyant sur le bord du lit. Camille leva les yeux, son expression un mélange de peur et de résolution. « Grand-mère Marie, est-ce que tu vas me quitter comme l'autre femme l'a fait ?» Le cœur de Madame Dubois faillit s'arrêter. C'était la première fois que Camille faisait directement référence à son abandon. « Oh, mon amour !» murmura Madame Dubois en serrant Camille dans ses bras. « Jamais, au grand jamais, je ne te quitterai. Je te le promets. » Camille se blottit dans l'étreinte, mais ses mots suivants surprirent Madame Dubois. « Parfois je rêve d'un homme. Il a des yeux comme les miens et il a toujours l'air triste. Penses-tu que c'est mon père ?» Madame Dubois sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était toujours pas préparée. « C'est possible, ma chérie. Te souviens-tu d'autre chose à son sujet ?» Camille fronça les sourcils, se concentrant. Il m'appelait princesse, et il y avait une odeur, comme les papiers que M. Johnson brûle parfois. Madame Dubois hocha la tête, le cœur lourd. L'odeur que Camille décrivait ressemblait étrangement à de l'alcool. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Sur tes rêves, tes souvenirs, n'importe quoi. » Camille hocha la tête, les yeux tombant de fatigue. « Je sais, grand-mère Marie. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite artiste, » répondit Madame Dubois en remettant Camille sous les couvertures. En regardant Camille s'endormir, Madame Dubois réalisa qu'elles entraient en terrain inconnu. Les questions de Camille sur son passé n'étaient que le début. Avec son propre diagnostic planant comme un nuage noir, Madame Dubois se demandait comment elle naviguerait dans ces eaux tumultueuses. De l'autre côté de la ville, Juliette, l'assistante sociale, examinait les dernières peintures de Camille. L'une d'elles en particulier attira son attention, la représentation d'un homme en costume, seul dans un bureau sombre, avec une bouteille devant lui. La ressemblance avec Camille était indubitable. Juliette décrocha le téléphone, son esprit s'emballant de possibilités. Il était temps d'intensifier la recherche de la véritable identité de Camille. Elle ne réalisait pas que ses actions étaient sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui modifierait à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. Alors que la nuit tombait, 4 âmes, séparées par la distance et les circonstances, affrontaient leur propre lutte. Camille, rêvant d'un passé dont elle se souvenait à peine. Madame Dubois, déterminée à protéger sa protégée, tout en faisant face à sa propre mortalité. Jean-Luc, s'enfonçant davantage dans la culpabilité et l'alcool. Et Isabelle, savourant son triomphe, inconsciente du fait que son passé était sur le point de la rattraper. Le destin, toujours imprévisible, se préparait à tisser ses fils épars en un motif que personne n'aurait pu anticiper. Le soleil d'automne jetait une lueur dorée sur la place centrale de la petite ville, illuminant les étals colorés de la foire annuelle des arts et de l'artisanat. Parmi les visiteurs qui flânaient, Élise Chevalier, une journaliste locale pour le Messager quotidien, cherchait une histoire qui pourrait susciter l'intérêt pour son prochain article. C'est alors qu'elle le vit. Dans un modeste stand au coin de la place, une série de peintures attira immédiatement son attention. Ce n'étaient pas les œuvres typiques que l'on s'attendrait à voir dans une foire de petite ville, pas de paysages pastoraux ou de nature morte. Celles-ci étaient différentes, chargées d'émotions, techniquement impressionnantes, et étonnamment, toutes créées par une jeune artiste en fauteuil roulant. Élise s'approcha,
observant Camille, qui était occupée à expliquer l'une de ses peintures à un couple intéressé. « Celle-ci, disait Camille, sa voix douce mais confiante, parle de la façon dont nous nous sentons parfois perdus, mais qu'il y a toujours de l'espoir. » Elle montra un petit point de lumière dans une scène par ailleurs sombre sur la toile. Élise attendit patiemment que le couple soit parti avant de se présenter. « Bonjour, je suis Élise Chevalier du Messager quotidien. Vos peintures sont incroyables. Pourriez-vous discuter un peu d'elles ?» Camille regarda Madame Dubois, qui se tenait à proximité, cherchant son approbation. Avec un sourire rassurant de sa gardienne, Camille hocha la tête. Bien sûr, avec plaisir. Au cours de l'heure suivante, Élise fut captivée non seulement par le talent artistique de Camille, mais aussi par son histoire. La fillette parlait avec éloquence de ses inspirations et de ses techniques, mais lorsqu'Élise tenta de poser des questions sur son passé ou sur la façon dont elle avait atterri en ville, Camille se retira visiblement. « Je ne me souviens pas très bien, » murmura Camille en détournant les yeux. « Grand-mère Marie m'a trouvé et a pris soin de moi. » Madame Dubois, sentant le malaise de Camille, intervint doucement. « Camille a traversé tant de choses, mademoiselle Chevalier. Certaines choses sont juste difficiles à aborder. » Élise hocha la tête avec sympathie, mais son instinct de journaliste était en alerte. Il y avait une histoire ici, elle le sentait. Une jeune artiste douée avec un passé mystérieux, c'était de l'or journalistique. « Je comprends tout à fait, » dit Élise en offrant un sourire aimable à Camille. « Et si nous nous concentrions sur votre incroyable talent? J'adorerais écrire un article sur vous, si cela vous intéresse. » Les yeux de Camille s'illuminèrent à cette idée, mais Madame Dubois semblait hésitante. « Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, » commença-t-elle. « S'il te plaît, grand-mère Marie, » plaida Camille. « Peut-être que plus de gens verront mes peintures. » Madame Dubois soupira, incapable de résister à l'enthousiasme de Camille. « D'accord, mais nous devrons fixer des limites, mademoiselle Chevalier. » Élise accepta volontiers, imaginant déjà son titre. Au cours des jours suivants, Élise passa des heures avec Camille et Madame Dubois, regardant Camille peindre, discutant de son art et de sa vie dans la petite ville. Elle fut impressionnée par la maturité et la profondeur d'émotion de Camille, bien au-delà de son âge. Pendant ce temps, Juliette, l'assistante sociale, était dans son bureau, examinant attentivement des photos des peintures les plus récentes de Camille. L'une d'elles en particulier, une voiture seule, sur une route sombre avec une petite silhouette au premier plan, attira son attention. Les détails étaient étonnamment spécifiques. « Ce ne peut être une coïncidence, » se murmura Juliette. Elle décrocha le téléphone, résolue à rouvrir l'enquête sur le passé de Camille. Les peintures pourraient être la clé pour percer le mystère. À des centaines de kilomètres de là, au siège des entreprises Dubois, Isabelle était occupée à consolider son pouvoir en tant que PDG par intérim. Des réunions sans fin, des négociations de contrats et des interviews à la presse remplissaient ses journées. Elle avait à peine le temps de penser à Jean-Luc, qui se trouvait dans une clinique de réadaptation, et encore moins à la petite fille qu'elle avait abandonnée il y a si longtemps. L'ironie que le don artistique de Camille était sur le point de secouer le monde soigneusement construit d'Isabelle lui échappait complètement. Jean-Luc, pendant ce temps, luttait quotidiennement contre ses démons en cure de désintoxication. Les séances de thérapie étaient brutales, le forçant à affronter la culpabilité et le désespoir qui l'avaient poussé à boire. Lentement, jour après jour, il commença à retrouver un peu de clarté. Un de ces matins, plus lucide que d'habitude, Jean-Luc prit un journal local, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Ses yeux parcoururent les titres sans grand intérêt, jusqu'à ce qu'une petite note dans la section artistique attire son attention. « Une jeune prodige de l'art enchante une ville locale », lisait le titre. La photo d'accompagnement montrait une fille en fauteuil roulant, souriant timidement à la caméra. Le cœur de Jean-Luc faillit s'arrêter. « Camille ?» chuchota-t-il, les mains tremblantes en rapprochant le journal. Serait-ce vraiment elle? L'article d'Élise sur Camille dans le Messager quotidien était rapidement devenu viral.
L'art de surmonter, l'incroyable parcours de Camille Dubois avait captivé l'imagination du public, partagé sans fin sur les réseaux sociaux et repris par de plus grands médias. Madame Dubois observait avec un mélange de fierté et d'appréhension, alors que le téléphone sonnait sans cesse avec des demandes d'interview et des offres de galerie. « Je ne suis pas sûre que nous étions préparés à cela, Camille, » dit-elle, inquiète. Camille, cependant, semblait s'épanouir sous la tension. « Ce n'est pas grave, grand-mère Marie, » la rassura-t-elle. « Peut-être que quelqu'un qui me connaissait avant me verra et me reconnaîtra. » L'histoire atteignit son apogée de popularité lorsqu'une chaîne de télévision nationale décida de faire un reportage en direct sur Camille. C'est lors de cette émission que le destin intervint enfin. Jean-Luc, maintenant dans ses derniers jours à la clinique de réadaptation, était assis dans la salle commune, regardant les informations. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Camille à l'écran, parlant de son art. « Camille !» haleta-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il n'y avait aucun doute possible, c'était sa fille, vivante. Les mains tremblantes, il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Après 3 sonneries, une voix grave répondit « Inspecteur Michel à l'appareil. »« Michel, c'est Jean-Luc Dubois, » dit-il d'urgence. « J'ai besoin de votre aide. Je crois que j'ai retrouvé ma fille. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Jean-Luc, ça fait un moment. Êtes-vous sûr de ça ?»« Absolument, » insista Jean-Luc, la voix tremblante. « Elle est vivante, Michel, et je dois la retrouver. » Michel soupira. Il connaissait bien l'histoire de Jean-Luc, ayant travaillé sur la disparition de Camille des années plus tôt. « D'accord, Jean-Luc. Dites-moi tout ce que vous savez. » Jean-Luc déversa les détails qu'il avait, la voix tremblante d'émotion. Elle est dans une petite ville, Michel, vivant avec une femme nommée Madame Dubois. Elle peint. Et ses peintures, Michel? Elles sont incroyables, si pleines d'émotion et de douleur. Michel écouta attentivement, prenant des notes. « Et vous êtes absolument certain que c'est elle, après tout ce temps ? » « Je reconnaîtrai ma fille n'importe où, Michel, » dit fermement Jean-Luc. Ses yeux, ils ressemblent à ceux de sa mère. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. « D'accord, » dit Michel, son ton devenant professionnel. « Je vais commencer à enquêter immédiatement. J'aurai besoin du nom de la ville, du nom complet de cette Madame Dubois et de tout autre détail que vous pouvez me donner. » Jean-Luc fournit chaque bribe d'information qu'il avait recueillie de l'article et de l'émission, son cœur battant avec un mélange d'espoir et d'effroi. « Jean-Luc, » prévint Michel, « vous devez comprendre quelque chose. Si c'est vraiment Camille, les choses pourraient se compliquer. Elle s'est construite une nouvelle vie, elle a de nouvelles personnes qui s'occupent d'elle. Nous ne pouvons pas simplement débarquer et la lui enlever. » Jean-Luc sentit un nœud dans sa gorge. « Je sais, Michel. Je dois la voir. Je dois savoir qu'elle va bien. » « Je comprends, » répondit Michel. « Je vais agir aussi vite que possible. Mais, Jean-Luc, s'il vous plaît, ne faites rien d'imprudent. Laissez-moi enquêter d'abord. D'accord ?»« D'accord, » concéda Jean-Luc à contre-cœur. « Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. »« Je le ferai, » promit Michel. « Et Jean-Luc ? Et c'est bon de vous entendre sobre à nouveau. » Jean-Luc réussit un faible sourire. « Merci, Michel. Pour tout. » Après avoir raccroché, Jean-Luc resta assis un long moment, la réalité de la situation s'imposant enfin à lui. Sa fille, qu'il croyait perdue à jamais, était vivante. Elle avait grandi, développé un talent incroyable et semblait avoir trouvé une nouvelle famille. Un tourbillon d'émotions l'inonda. Joie, soulagement, culpabilité, peur. Que penserait Camille de lui après toutes ces années ? Lui pardonnerait-elle de ne pas l'avoir trouvé plus tôt ? Et que dirait Isabelle quand elle l'apprendrait ? Isabelle. Le nom de sa femme lui donna la nausée. Comment lui expliquerait-il que Camille avait été retrouvée ? Et pourquoi ? Demanda une petite voix au fond de son esprit. Isabelle n'avait-elle jamais semblé aussi dévastée que lui par la disparition de Camille ? Jean-Luc secoua la tête, repoussant ses pensées pour le moment. L'important,
c'était que Camille était vivante et qu'il l'avait trouvée. Tout le reste pourrait être réglé plus tard. Avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, Jean-Luc se leva. Il y avait beaucoup à faire, terminer son traitement, se préparer à retrouver Camille et finalement affronter Isabelle. « J'arrive, Camille, » se murmura-t-il. « Papa arrive. » Ce que Jean-Luc ne savait pas, c'est que sa quête pour retrouver Camille déclencherait une série d'événements qui ébranleraient les fondations de nombreuses vies. La vérité, longtemps enfouie, était sur le point de faire surface, et aucun d'entre eux, Jean-Luc, Isabelle, Madame Dubois, et certainement pas Camille, n'était vraiment préparé aux révélations à venir. Le bureau de l'inspecteur Michel était un labyrinthe de dossiers et de coupures de journaux lorsque Jean-Luc Dubois y entra, une semaine après leur premier appel. L'air sentait le café fort et la tension d'une enquête en cours flottait de manière tangible dans la pièce. Jean-Luc le salua Michel, se levant pour serrer la main d'un homme qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. « Asseyez-vous, nous avons beaucoup de choses à discuter. » Jean-Luc s'installa dans un fauteuil en cuir usé, ses yeux parcourant avec avidité les papiers éparpillés sur le bureau. « Qu'avez-vous découvert, Michel? Où est ma Camille ?» Michel soupira, prenant un dossier épais. « Nous avons de bonnes pistes, Jean-Luc. L'article que vous avez vu n'était qu'un début. Camille Dubois, comme on l'appelle maintenant, est devenue une sorte de sensation locale dans la petite ville de Bourgogne. » Il ouvrit le dossier, révélant des coupures de journaux locaux, des photos d'une foire d'art, et au grand bonheur de Jean-Luc, plusieurs images de Camille souriant timidement à la caméra, se concentrant sur une peinture, ou riant avec une femme plus âgée que Jean-Luc supposa être Madame Dubois. « Elle a l'air heureuse, » murmura Jean-Luc, touchant doucement l'une des photos. Michel hocha la tête. « D'après ce que nous avons recueilli, elle a eu une bonne vie avec Madame Dubois, la femme qui l'a trouvée. Madame Dubois est une infirmière à la retraite, sans casier judiciaire, très respectée dans la communauté. » Jean-Luc ressentit un mélange conflictuel de gratitude et d'envie. Quelqu'un s'était occupé de Camille quand il ne le pouvait pas, lui avait donné l'amour et la stabilité qu'il n'avait pas réussi à fournir. « Mais comment, Michel ?» demanda Jean-Luc, la voix rauque. « Comment a-t-elle atterri là-bas? Que s'est-il passé cette nuit-là ?» Le front de Michel se plissa alors qu'il sortait un autre dossier. « C'est là que ça se complique, Jean-Luc. Selon les registres, Madame Dubois a trouvé Camille abandonnée sur une route rurale près de Bourgogne. Elle était seule, terrifiée, incapable de donner beaucoup de détails sur son passé. » Jean-Luc sentit une vague de nausée. L'image de la petite Camille, abandonnée et terrifiée, était presque insupportable. Mais qui ferait ça? Michel hésita un instant, ses yeux se rétrécissant. « Jean-Luc, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Le jour où Camille a disparu, où étiez-vous exactement ?» Jean-Luc cligna des yeux, surpris. « Moi? J'étais en voyage d'affaires à Tokyo. Vous le savez, Michel, c'était documenté dans l'enquête initiale. » Michel hocha lentement la tête. « Et Isabelle, où était-elle » Un lourd silence tomba. Jean-Luc sentit son cœur battre à tout rompre, un terrible soupçon se formant dans son esprit. Isabelle. Elle était à la maison avec Camille. Elle m'a dit qu'elle avait emmené Camille faire un tour en voiture et qu'elle avait été enlevée à une station-service. Michel se pencha en avant, son expression grave. « Jean-Luc, nous n'avons trouvé aucune trace d'un enlèvement signalé dans cette zone à la date en question. Et l'endroit où Camille a été trouvée. Eh bien, il ne correspond pas à l'histoire d'Isabelle. » Jean-Luc sentit comme si le sol se dissolvait sous lui. « Vous insinuez qu'Isabelle... » « Non, elle ne ferait pas ça. Elle aimait Camille. » Michel expira lourdement. « Jean-Luc, je sais que c'est difficile à accepter, mais nous devons envisager toutes les possibilités. » Isabelle avait un accès exclusif à Camille ce jour-là, et son histoire ne tient pas la route. Jean-Luc se leva d'un bond, arpentant le bureau exigu, son esprit tourbillonnant avec les implications des mots de Michel. Isabelle, sa femme, la femme qu'il avait soutenue dans son deuil, aurait-elle vraiment pu faire quelque chose d'aussi monstrueux?
Et maintenant ? Demanda finalement Jean-Luc, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Michel se leva, posant une main rassurante sur l'épaule de Jean-Luc. Nous continuons d'enquêter. J'envoie l'un de mes meilleurs hommes en Bourgogne pour poser des questions discrètes. Pendant ce temps, Jean-Luc, j'ai besoin que vous restiez calme et que vous agissiez normalement. Si Isabelle est vraiment responsable, nous ne voulons pas l'alerter. Jean-Luc hocha la tête, abasourdi, toujours stupéfait. Quand il quitta le bureau de Michel, c'était comme si le monde avait changé. Les rues familières de sa ville natale semblaient étranges et menaçantes. Chaque visage qu'il croisait pouvait cacher de sombres secrets. Dans les jours qui suivirent, Jean-Luc vécut une étrange double vie. Le jour, il reprit progressivement ses fonctions à l'entreprise, travaillant aux côtés d'Isabelle, chaque sourire et chaque contact de sa part étant maintenant empreint de suspicion. La nuit, il rencontrait secrètement Michel, examinant chaque nouveau détail de l'enquête. Isabelle, quant à elle, n'était pas aveugle aux changements subtils dans le comportement de Jean-Luc. Elle remarqua les regards insistants, les hésitations dans la conversation, la façon dont il se dérobait parfois à son contact. Un après-midi, alors que Jean-Luc était en réunion, Isabelle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle fouina dans son bureau. Cachée dans un tiroir verrouillé, elle trouva un dossier rempli de coupures de journaux sur Camille. Le sang d'Isabelle se glaça. Elle avait toujours su que ce jour pourrait arriver, mais la réalité était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait imaginé. Les mains tremblantes, Isabelle décrocha son téléphone et composa un numéro qu'elle s'était juré de ne plus jamais utiliser. « Nous devons parler », dit-elle dès que l'appel fut connecté. « Je pense que Jean-Luc a découvert pour Camille. » Pendant ce temps, en Bourgogne, la vie continuait à peu près de la même manière pour Camille. Ses matinées étaient remplies de leçons d'art d'un professeur local captivé par son talent. Les après-midi étaient consacrés à la peinture dans le jardin de Madame Dubois, l'air parfumé par les fleurs épanouies. Un après-midi ensoleillé, Juliette, l'assistante sociale, fit une visite inattendue. « Madame Dubois, appela-t-elle, son ton sérieux. « Puis-je vous parler en privé ?» Le cœur de Madame Dubois se serra. Elle reconnut ce ton, celui qui signalait un changement, souvent pas pour le meilleur. « Bien sûr, Juliette. Camille, ma chérie, continue de peindre. Nous revenons tout de suite. » Une fois à l'intérieur, Juliette alla droit au but. « J'ai reçu un appel d'un détective privé aujourd'hui. Il enquête sur le passé de Camille. » Madame Dubois pâlit. « Quoi ? Mais pourquoi, après tout ce temps ?» Juliette soupira, s'asseyant à la table de la cuisine. Apparemment, le père biologique de Camille l'a vue lors d'une émission nationale. Il pense qu'elle est sa fille disparue. Madame Dubois sentit le monde tourner. « Non, murmura-t-elle, ils ne peuvent pas l'emmener. C'est ma fille maintenant. » Juliette posa une main réconfortante sur celle de Madame Dubois. Personne n'emmènera Camille, à moins que ce ne soit ce qu'il y a de mieux pour elle. Mais Marie, si cet homme est vraiment son père, il a des droits. Et Camille, elle mérite de connaître la vérité sur son passé. Madame Dubois hocha lentement la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Je sais, j'ai toujours su que ce jour viendrait. Je ne suis pas prête à la perdre. » Juliette fit un triste sourire. Personne ne parle de perdre qui que ce soit pour l'instant. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est coopérer avec l'enquête et être là pour Camille. Pendant ce temps, l'enquêteur engagé par Michel faisait des progrès significatifs. En interrogeant les résidents locaux et en épluchant soigneusement les registres de la ville, il obtint finalement l'adresse exacte de Madame Dubois et de Camille. Quand Michel reçut l'information, il sut qu'il devait agir rapidement. Il appela Jean-Luc pour une réunion urgente. « Nous l'avons trouvé, Jean-Luc » dit Michel dès que Jean-Luc entra dans son bureau. « Nous avons l'adresse exacte. » Jean-Luc sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya sur le bureau de Michel, son cœur battant à tout rompre. « Quand pouvons-nous y aller ?» Michel hésita. « Jean-Luc, vous devez comprendre quelque chose. C'est délicat. Camille a passé toute une vie loin de vous. Elle a une nouvelle famille, une nouvelle identité.
Nous ne pouvons pas simplement débarquer et l'arracher à cela. Jean-Luc hocha la tête, bien que chaque fibre de son être criât de courir vers sa fille. « Je comprends, Michel. Que suggérez-vous »« Je contacterai les services sociaux locaux, » expliqua Michel. « Nous passerons par les voies appropriées. En attendant, je vous suggère de vous préparer psychologiquement, émotionnellement. Ce ne sera facile pour personne. » Jean-Luc passa les jours suivants dans un état d'agitation fébrile. Il pouvait à peine dormir ou manger, ses pensées consumées par Camille. Comment réagirait-elle en le voyant? Le reconnaîtrait-elle? Lui pardonnerait-elle de ne pas l'avoir trouvé plus tôt? Isabelle observa le changement de comportement de Jean-Luc avec une appréhension croissante. Elle savait que son temps était compté. Un soir, alors que Jean-Luc était sous la douche, elle passa un appel frénétique. « Ils l'ont trouvé », chuchota-t-elle dans le téléphone. « J'ai besoin que tu t'occupes de ça, maintenant. » La réponse à l'autre bout fut brève et froide. Considérez que c'est fait. Mais le destin en avait décidé autrement. Le lendemain matin, avant que Michel ne puisse entamer le processus officiel, Jean-Luc prit une décision impulsive. Il ne pouvait pas attendre un jour de plus pour voir sa fille. Sans le dire à personne, pas même à Michel, Jean-Luc monta dans sa voiture et entama le long trajet vers la Bourgogne. Les heures sur la route se confondirent dans un brouillard d'anxiété et d'anticipation. Quand il arriva enfin dans la petite ville, Jean-Luc eut l'impression d'entrer dans un autre monde. Les rues paisibles, les maisons pittoresques, tout cela semblait sorti d'un livre de contes. Un livre de contes où sa princesse perdue avait trouvé refuge. Suivant les indications qu'il avait mémorisées du dossier de Michel, Jean-Luc arriva à une modeste maison avec un joli jardin. Son cœur faillit s'arrêter quand il vit une silhouette familière, assise dans un fauteuil roulant au milieu des fleurs, un pinceau à la main et une toile devant elle. Les jambes tremblantes, Jean-Luc sortit de sa voiture. Chaque pas vers le portail du jardin semblait une éternité. Il remarqua à peine la femme plus âgée qui sortit de la maison, le visage mêlé de confusion et d'inquiétude face à l'étranger qui approchait. « Camille !» appela Jean-Luc, la voix nouée par l'émotion. « Camille, ma chérie ?» La fille dans le jardin tourna la tête, ses yeux bleus, si semblables à ceux de sa mère, s'écarquillant de surprise. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, une lueur de reconnaissance traversa le visage de Camille. Ses lèvres bougèrent, formant un mot que Jean-Luc ne put entendre, mais qu'il vit clairement. « Papa ». Le pinceau glissa des mains de Camille, tachant l'herbe de couleur. Madame Dubois se précipita aux côtés de Camille, se plaçant protectricement entre la fillette et l'étranger. « Qui êtes-vous » demanda Madame Dubois, la voix légèrement tremblante. « Que voulez-vous » Jean-Luc ne pouvait détacher ses yeux de Camille, mais il se força à regarder Madame Dubois. « Mon nom est Jean-Luc Dubois. Je suis le père de Camille. » Madame Dubois pâlit, ses bras se resserrant instinctivement autour des épaules de Camille. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas possible. » Camille semblait en transe, ses yeux rivés sur Jean-Luc, une tempête d'émotions balayant ses traits. Confusion, peur, espoir. « Papa » répéta-t-elle plus fort cette fois, « est-ce vraiment toi ?» Jean-Luc fit un pas de plus, les larmes coulant sur son visage. « Oui, mon amour, c'est moi. Je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. » Le monde autour d'eux sembla se dissoudre. Il n'y avait ni jardin, ni maison, ni ville, seulement un père et une fille, séparés par des années de douleur et d'absence, enfin réunis. Pourtant, alors que ce moment de retrouvailles se déroulait, des forces plus grandes étaient à l'œuvre. Isabelle, ayant découvert le départ soudain de Jean-Luc, était en panique. Elle savait que son temps était écoulé. Les mains tremblantes, elle commença à faire ses valises, déterminée à disparaître avant que toute la vérité n'éclate. Et quelque part sur la route de la Bourgogne, une voiture sombre fonçait, son conducteur déterminé à exécuter les ordres d'Isabelle pour empêcher les retrouvailles à tout prix. Le destin de tous les protagonistes ne tenait qu'à un fil, et les heures à venir décideraient si la vérité prévaudrait ou si d'autres mensonges
seraient tissées pour garder le passé enfoui. Le temps sembla s'arrêter dans le petit jardin de Madame Dubois. Jean-Luc et Camille se fixèrent, des années de séparation et de chagrin distillées en un seul moment de reconnaissance. Madame Dubois plana près de Camille, le corps tendu, prête à protéger la fille qui était devenue sa fille en tout, sauf par le sang. Ce fut Camille qui rompit finalement l'impasse avec un mouvement soudain qui surprit tout le monde. Elle déverrouilla son fauteuil roulant et, utilisant la force brute de l'émotion, se propulsa vers Jean-Luc. « Papa !» cria-t-elle, les larmes inondant son visage. « Papa ?» Jean-Luc tomba à genoux, les bras ouverts pour attraper sa fille. L'impact faillit le renverser, mais il tint bon, enveloppant Camille dans une étreinte désespérée. Tous deux sanglotèrent, libérant des années de désir et de chagrin dans cette unique réunion cathartique. « Ma Camille !» murmura Jean-Luc à travers ses larmes, une main berçant sa tête tandis que l'autre s'agrippait fermement à elle. « Ma douce fille, je t'ai trouvée. Je t'ai enfin trouvée. » Madame Dubois observait avec un tourbillon d'émotions, le soulagement que Camille soit enfin réunie avec son père, la peur de perdre l'enfant qui était devenu le centre de sa vie, et une pointe de jalousie face au lien indéniable entre le père et la fille. Après ce qui parut une éternité, Jean-Luc desserra légèrement son étreinte, prenant le visage de Camille dans ses mains et la regardant profondément dans les yeux. « Camille, mon amour, dit-il, la voix tremblante d'émotion, nous étions si inquiets. Isabelle et moi t'avons cherché partout. Je n'ai jamais cessé d'espérer te retrouver. » Le nom d'Isabelle tomba comme une bombe dans ce moment de retrouvailles. Camille, qui jusqu'alors était perdue dans la joie de revoir son père, se raidit visiblement. Ses yeux, qui brillaient de bonheur quelques secondes auparavant, se remplirent de peur et de colère. « Isabelle !» chuchota-t-elle, la voix tremblante. Puis, avec une force qui stupéfia tout le monde, elle hurla. « C'est elle qui m'a abandonné !» Jean-Luc recula comme s'il avait été giflé. « Quoi ? Non, Camille, il doit y avoir une erreur. Isabelle, elle t'aimait, elle était dévastée quand tu as disparu. » Camille secoua violemment la tête, les larmes de rage se mêlant à celles de la joie. « Non, elle m'a emmené en voiture, a roulé pendant des heures, puis elle m'a laissé seul sur la route, dans le noir. J'ai crié pour elle. Papa, j'ai crié, mais elle n'est jamais revenue. » Le monde de Jean-Luc se désintégra alors que les mots de Camille résonnaient dans son esprit, brisant l'image d'Isabelle à laquelle il s'était accroché toutes ces années. Il se souvint des soupçons de Michel, des incohérences dans l'histoire d'Isabelle, du fait qu'elle n'avait jamais semblé aussi désemparée que lui par la disparition de Camille. « Non, murmura-t-il, autant pour lui-même que pour quiconque. Ce n'est pas possible. » Madame Dubois, qui avait observé en silence, s'avança. « Monsieur Dubois, dit-elle doucement, j'ai trouvé Camille cette nuit-là. Elle était seule, terrifiée, abandonnée sur une route rurale. Il n'y avait aucun signe d'enlèvement ou d'accident. Juste un abandon. » Jean-Luc sentit ses jambes flageoler. Il s'appuya contre le fauteuil roulant de Camille pour se soutenir, son esprit tourbillonnant face à l'énormité de ce qu'il entendait. Comment avait-il pu être si aveugle ? Comment avait-il pu manquer la vérité juste devant lui pendant toutes ces années ? À ce moment angoissant de révélation, une voiture crissa jusqu'à un arrêt devant la maison. Isabelle se précipita dehors, les yeux fous de panique en voyant la scène. « Jean-Luc !» appela-t-elle, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le son de la voix d'Isabelle fit visiblement reculer Camille. Elle s'agrippa à Jean-Luc, enfouissant son visage dans sa poitrine comme pour disparaître. Jean-Luc se leva lentement, se plaçant protectricement devant Camille. Les yeux qui regardaient autrefois Isabelle avec amour et confiance brûlaient maintenant d'une colère froide. « Isabelle, dit-il, la voix basse et pleine de menaces, y a-t-il quelque chose que tu voudrais nous dire ?» Isabelle jeta un regard frénétique entre Jean-Luc et Camille, puis sur Madame Dubois. Elle força un sourire, mais c'était clairement un masque. « De quoi parles-tu, chérie ?» essaya-t-elle, sa voix mielleuse.
Je suis si heureuse que nous ayons retrouvé Camille. C'est un miracle. » Camille fit un son qui était à moitié sanglot, à moitié cri furieux. « Menteuse, tu m'as laissée, tu as dit que j'étais un fardeau, que tu ne voulais pas être ma mère. » Isabelle blêmit, mais continua de nier. « Camille, ma chérie, tu dois être confuse. Je ne ferai jamais ça. Nous t'aimions tellement. »« Assez, Isabelle, » rugit Jean-Luc, des années de rage et de trahison refoulées, finissant par éclater. « Arrête de mentir. Camille se souvient. Madame Dubois l'a trouvée abandonnée. Toutes les preuves pointent vers toi. Comment as-tu pu faire ça à notre fille ?» Isabelle, voyant sa façade s'effondrer, changea de tactique. Ses yeux se remplirent de larmes de crocodile. « Jean-Luc, tu ne comprends pas. Je n'allais pas bien. La pression de m'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. Je ne savais pas ce que je faisais. » Mais Jean-Luc était au-delà de l'écoute. Des années de culpabilité, de chagrin et de désespoir alcoolisé avaient bouilli en une fureur froide. Il s'avança vers Isabelle, sa voix tremblant de colère contenue. « Tu as détruit nos vies, siffla-t-il. Tu as abandonné une enfant sans défense, ma fille. Puis tu as fait semblant de pleurer. Tu m'as consolé. Tu as pris le contrôle de mon entreprise pendant que je me noyais dans l'alcool, dévasté par la perte que tu as causée. » Isabelle recula, une peur authentique scintillant enfin dans ses yeux. Elle regarda autour d'elle, cherchant une issue. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, le hurlement des sirènes remplit l'air. 2 voitures de police et un véhicule banalisé s'arrêtèrent devant la maison. De ce dernier sortit l'inspecteur Michel, flanqué de 2 officiers en uniforme. « Jean-Luc » appela Michel, sa voix calme mais ferme. « Nous avons reçu un tuyau anonyme. On dirait que nous avons tous beaucoup de choses à discuter. » Isabelle, réalisant qu'elle était acculée, fit une dernière tentative désespérée. Elle se tourna et courut vers sa voiture. « Arrêtez !» cria l'un des officiers en sortant son arme. Mais Isabelle ne s'arrêta pas. Elle atteignit la portière de sa voiture, sur le point de l'ouvrir, quand Michel lui attrapa le bras. « Isabelle Moreau, » dit-il, son ton plein d'autorité, « vous êtes en état d'arrestation pour l'abandon de Camille Dubois et pour obstruction à la justice. » Alors qu'Isabelle était menottée et placée dans la voiture de police, Jean-Luc tomba à genoux à côté de Camille, la tenant protectricement. « Tout va bien maintenant, mon amour, » murmura-t-il. « Papa est là. Personne ne te fera plus de mal. » Camille sanglota doucement, des années de peur et de confusion s'écoulant enfin. Madame Dubois s'approcha avec hésitation, posant une main réconfortante sur l'épaule de la fillette. « Monsieur Dubois, » dit-elle doucement, « je pense que nous avons tous beaucoup de choses à nous dire. » Jean-Luc hocha la tête, regardant Madame Dubois avec gratitude. « Oui, en effet. Et s'il vous plaît, appelez-moi Jean-Luc. » Michel s'approcha d'eux, le visage composé, mais les yeux montrant l'émotion de la scène. « Jean-Luc, » dit-il, « nous aurons besoin des déclarations de tout le monde. Et Camille, je sais que c'est difficile, mais nous aurons besoin de ton récit de cette nuit-là, tout ce dont tu te souviens. » Camille hocha courageusement la tête, s'accrochant à Jean-Luc. « Je dirai, » dit-elle, sa voix petite mais déterminée. « Je dirai tout. » Dans les heures qui suivirent, la petite maison de Madame Dubois se transforma en un centre d'enquête improvisé. Avec le soutien indéfectible de Jean-Luc et de Madame Dubois, Camille raconta les événements de cette nuit terrible. Chaque mot était un couteau dans le cœur de Jean-Luc, mais il resta fort pour sa fille. Madame Dubois fournit sa propre perspective, détaillant comment elle avait trouvé Camille et les défis auxquels ils avaient été confrontés dans les premiers jours. Juliette, l'assistante sociale, arriva peu après, apportant des années de dossiers et d'observations sur les progrès de Camille. Pendant ce temps, au poste de police local, Isabelle subit un interrogatoire exténuant. Confrontée à des preuves accablantes et aux témoignages de Camille, ses défenses s'effondrèrent complètement. « Je n'en pouvais plus, » sanglota-t-elle. « La responsabilité, les besoins constants, je voulais juste retrouver ma vie. Je pensais que quelqu'un la trouverait tout de suite.
Je n'ai jamais voulu... » Mais ces mots sonnaient creux face à l'énormité de son crime. De retour chez madame Dubois, une fois que toutes les déclarations furent recueillies et les formalités initiales accomplies, un lourd silence tomba sur le groupe. La réalité même de la situation commençait enfin à s'installer. Jean-Luc, émotionnellement et physiquement épuisé, regarda de Camille à madame Dubois. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il, l'incertitude épaisse dans sa voix. Michel, rassemblant ses notes, leva les yeux. « Légalement, Jean-Luc, vous avez tous les droits sur Camille, mais... » Il fit une pause, jetant un regard sur le lien évident entre Camille et madame Dubois. « C'est une situation unique. Je pense que la meilleure chose à faire est de parler et de décider ce qui est le mieux pour Camille. » Le cœur de madame Dubois se serra. La pensée de perdre Camille était presque insupportable, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas être égoïste. « Camille a besoin de son père, » dit-elle doucement, les larmes aux yeux. « Elle mérite d'avoir sa vraie famille. » Camille, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. « Je ne peux pas vous perdre, ni l'un ni l'autre, » dit-elle en regardant de Jean-Luc à madame Dubois. « Vous êtes tous les deux ma famille. » Une vague d'émotion submergea Jean-Luc en entendant les mots de sa fille. Il se tourna vers madame Dubois, ne voyant plus une rivale, mais une alliée, quelqu'un qui aimait Camille autant que lui. « Marie, dit-il, la voix rauque, vous avez donné à Camille l'amour et les soins que je ne pouvais pas lui donner. Vous êtes autant sa mère que je suis son père. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner cela ensemble. » Les yeux de madame Dubois s'écarquillèrent de surprise, débordant de gratitude. « Vous le pensez vraiment ?» Jean-Luc hocha la tête. « Camille a besoin de nous deux. Et moi, j'ai besoin d'apprendre à être à nouveau un père. Je ne vois personne de mieux pour me guider que vous. » Camille, entendant la conversation entre les deux adultes qu'elle aimait le plus, ressentit une vague de soulagement et de bonheur. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment en sécurité et chérie. Michel, observant avec un sourire tranquille, se racla la gorge. « Eh bien, il semble que vous ayez beaucoup à discuter et à planifier. Pour l'instant, je suggère que tout le monde se repose. Les jours à venir seront intenses, avec les procédures judiciaires et tout le reste. » Quand Michel et les autres officiers partirent enfin, laissant Jean-Luc, Camille et madame Dubois seuls, un nouveau sentiment remplit l'air. C'était un mélange d'épuisement, de soulagement et de la promesse d'un nouveau départ. Jean-Luc s'agenouilla une fois de plus à côté du fauteuil roulant de Camille, prenant ses mains dans les siennes. « Ma chérie, » dit-il doucement, « je sais que nous avons traversé beaucoup de choses aujourd'hui. Je sais que tu dois être confuse et effrayée. Mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Et à partir de maintenant, je promets que je ferai tout en mon pouvoir pour te rendre heureuse et te garder en sécurité. » Camille, les larmes aux yeux, serra son père dans ses bras. « Je t'aime, papa. Tu m'as tellement manqué. » Madame Dubois les regarda, le cœur plein de joie et de tristesse. Sentant les émotions mitigées de madame Dubois, Jean-Luc tendit la main et lui offrit la sienne. « Marie, dit-il, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait pour Camille. Vous êtes une partie essentielle de sa vie maintenant, et je veux que vous sachiez que vous avez une place dans notre famille, pour toujours. » Madame Dubois prit la main de Jean-Luc, les larmes de gratitude aux yeux. « Merci, Jean-Luc. Camille elle est tout mon monde. Je suis si heureuse qu'elle vous ait retrouvé. » Camille, toujours dans les bras de Jean-Luc, tendit un bras pour attirer madame Dubois dans leur étreinte. Un instant, ils restèrent tous les trois ainsi, unis dans un câlin qui symbolisait le début d'une nouvelle famille, formée par l'adversité et liée par leur amour inconditionnel pour Camille. Alors que la nuit tombait sur la petite ville de Bourgogne, une nouvelle histoire commençait. Une histoire de rédemption, de seconde chance et du pouvoir transformateur de l'amour. Jean-Luc, Camille et madame Dubois avaient une longue route devant eux, avec de nombreux défis à surmonter. Mais à ce moment-là, blottis ensemble dans le salon de madame Dubois,
Ils savaient qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Pendant ce temps, quelque part dans une cellule de détention, Isabelle faisait face aux conséquences de ses actes, le poids de ses crimes s'abattant enfin sur elle. La vérité, si longtemps enfouie, avait enfin éclaté, apportant la promesse de la justice et la possibilité de la guérison à ceux qu'elle avait si profondément blessés. Le chapitre des mensonges et des trahisons était terminé. Un nouveau chapitre, rempli d'espoir et de possibilités, ne faisait que commencer pour la famille Dubois-Dubois, nouvellement réunie. Le jardin autrefois tranquille de Madame Dubois bourdonnait maintenant d'activité. Les policiers allaient et venaient, leurs voix étouffées se mêlant aux hurlements des sirènes lointaines. Au centre de tout cela, Isabelle se tenait, menottée, les yeux écarquillés de panique, tandis que l'inspecteur Michel la tenait fermement par le bras. « Pas si vite, Madame Moreau !» dit Michel, sa voix portant un calme menaçant. « Nous avons beaucoup de choses à revoir. » Jean-Luc, tenant toujours Camille dans ses bras, observait la scène avec un mélange de choc et de colère. Madame Dubois se tenait à leur côté, une main protectrice sur l'épaule de Camille. Michel fit un signe à l'un des officiers, qui s'approcha avec un dossier épais. « Isabelle Moreau, commença-t-il, sa voix résonnant maintenant pour que tous puissent entendre par-dessus le brouhaha. Au cours des derniers mois, nous avons mené une enquête exhaustive, non seulement sur la disparition de Camille, mais aussi sur votre passé. » Le visage d'Isabelle devint blanc, ses yeux passant frénétiquement de Michel à Jean-Luc. « De quoi parlez-vous » balbutia-t-elle. « C'est absurde. » Michel ouvrit le dossier, révélant plusieurs documents. « Nous avons des preuves suggérant que votre lien avec la famille Dubois a commencé bien avant votre mariage avec Jean-Luc. » Il fit une pause, son regard se durcissant. « En fait, nos preuves indiquent que vous avez orchestré l'accident qui a tué Sophie Dubois, la première femme de Jean-Luc. » Un silence stupéfait tomba sur le jardin. Jean-Luc sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Camille poussa un petit cri de détresse, enfouissant son visage dans la poitrine de son père. « C'est impossible, » murmura Jean-Luc, la voix tremblante. Michel poursuivit sans relâche. « Nous avons des déclarations sous serment d'un complice, un certain Pierre Martin, qui affirme avoir été engagé par Isabelle pour saboter la voiture de Sophie. De plus, notre équipe financière a découvert une série de transactions suspectes liant Isabelle à Martin dans les semaines précédant l'accident. » Isabelle, qui avait été sous le choc, éclata soudain d'un rire hystérique. « Vous n'avez aucune idée, dit-elle entre sanglots et rires. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vouloir quelque chose si désespérément que vous feriez n'importe quoi pour l'obtenir. » Jean-Luc libéra doucement Camille, la confiant aux soins de Madame Dubois, et s'avança vers Isabelle. Son visage était tordu de douleur et de fureur. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix à peine audible. « Pourquoi as-tu fait ça » Isabelle le regarda, ses yeux maintenant froids et calculateurs. « Parce que je méritais tout, Jean-Luc. La vie que tu avais avec Sophie, l'entreprise, tout. J'ai travaillé dur, j'ai consacré ma vie à cette entreprise, et puis tu vas l'épouser et tout lui est servi sur un plateau. » Elle secoua la tête. « Non, j'ai décidé que c'était mon tour d'obtenir ce que je voulais. » Camille, qui avait écouté, prit soudain la parole, sa voix tremblante mais claire. « Et moi ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Isabelle regarda Camille, et un instant, quelque chose comme du remords vacilla dans ses yeux. Puis il disparut, remplacé par une indifférence glaçante. « Tu étais un rappel constant, Camille, un rappel de Sophie, de tout ce que j'essayais d'effacer. Et tes besoins, ils se mettaient en travers de mes plans pour l'entreprise, pour ma vie avec Jean-Luc. » Madame Dubois, horrifiée par ces révélations, passa un bras protecteur autour de Camille. « Comment avez-vous pu » souffla-t-elle. « Elle n'était qu'une enfant. » Michel fit un signe à ses officiers. « Isabelle Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au premier degré, tentative de meurtre, abandon d'enfant, fraude et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous
devant un tribunal. Alors qu'Isabelle était emmenée vers la voiture de police, Jean-Luc resta immobile, comme figé dans le temps. L'étendue de sa trahison était presque impossible à traiter. Non seulement elle avait abandonné sa fille, mais la mort de Sophie, l'événement qui avait brisé sa vie, avait été orchestré par la femme en qui il avait eu confiance pour l'aider à surmonter cette perte. Camille se dégagea doucement de l'emprise de Madame Dubois et roula vers son père. « Papa » appela-t-elle doucement. Le son de la voix de Camille sortit Jean-Luc de sa stupeur. Il se tourna, les larmes coulant sur ses joues, et enlaça sa fille. « Je suis désolé, Camille » s'étrangla-t-il. « Je suis si désolé de ne pas t'avoir protégée, de ne pas avoir vu la vérité. » Madame Dubois s'approcha d'eux, posant une main rassurante sur l'épaule de Jean-Luc. « Personne n'aurait pu prévoir ça, Jean-Luc, » dit-elle doucement. « Ce qui compte, c'est que vous êtes ensemble maintenant. » Michel, après avoir dirigé ses officiers, s'approcha du trio. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, » dit-il gentiment. « Mais nous aurons besoin de déclarations détaillées de vous tous dans les prochains jours. Pour l'instant, je vous suggère de vous reposer et de tout digérer. » Jean-Luc hocha la tête, abasourdi. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il, la voix rauque. « Isabelle sera incarcérée au commissariat, » expliqua Michel. « Elle fera face à de multiples accusations et, compte tenu de la gravité, il est peu probable qu'elle obtienne une libération sous caution en attendant son procès. Quant à vous, » il regarda Jean-Luc, Camille et Madame Dubois. « Je vous recommande de rester ensemble. Vous aurez besoin les uns des autres dans les jours à venir. » Madame Dubois prit immédiatement la parole. « Ma maison est ouverte à vous deux. Jean-Luc, vous et Camille pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Jean-Luc regarda Madame Dubois avec une profonde gratitude. « Merci, » dit-il simplement, ses mots chargés d'émotion. Alors que la nuit tombait sur la Bourgogne, la nouvelle des événements de la journée se répandit rapidement. Des voisins curieux se rassemblèrent à proximité, et bientôt les premiers journalistes arrivèrent, attirés par la promesse d'un scandale sensationnel. Juliette, l'assistante sociale qui avait suivi le cas de Camille pendant des années, arriva peu après, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Je viens d'apprendre, » dit-elle à Madame Dubois. « Comment va Camille ?» Madame Dubois poussa un profond soupir. « Secouée, comme nous tous. Mais elle est forte. Nous nous en sortirons, ensemble. » À l'intérieur de la maison, Jean-Luc était assis sur le canapé, Camille blottie dans ses bras. La fillette avait finalement succombé à l'épuisement émotionnel et physique, tombant dans un sommeil agité. Jean-Luc lui caressait doucement les cheveux, les yeux perdus dans ses pensées. Madame Dubois entra silencieusement, portant un plateau avec du thé. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, » offrit-elle en posant le plateau sur la table basse. Jean-Luc la regarda, la gratitude brillant dans ses yeux fatigués. « Comment pourrais-je jamais vous remercier, Marie, pour tout ce que vous avez fait pour Camille, pour nous accueillir maintenant ?» Madame Dubois s'assit à côté de lui, sa voix douce mais ferme. « Il n'y a pas besoin de me remercier, Jean-Luc. Camille est... elle est aussi ma fille, en un sens. Maintenant, vous êtes tous les deux ma famille. » Jean-Luc hocha la tête, une vague d'émotion montant en lui. « Famille » répéta-t-il, le mot portant une immense signification. « Je suppose que nous devrons tous nous soutenir mutuellement maintenant, plus que jamais. » Dehors, Michel fit une brève déclaration à la presse rassemblée. « Nous avons affaire à une affaire complexe et sensible, » dit-il. « Je vous demande de respecter la vie privée des victimes pendant cette période difficile. Plus d'informations seront communiquées en temps voulu. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire explosa dans les nouvelles nationales. Le scandale Dubois, meurtre, abandon et ambition débridée titrait les journaux. L'histoire de Camille, la jeune prodige de l'art abandonnée par sa belle-mère après le meurtre de sa mère, captiva l'imagination du public. Jean-Luc, essayant toujours de tout assimiler, dut faire face aux retombées chez Entreprises Dubois. Une réunion extraordinaire du conseil d'administration fut convoquée et il se retrouva à expliquer la situation à des actionnaires choqués. « Je réalise que cela jette une ombre sur notre entreprise, » dit-il,
l'épuisement évident dans sa voix, mais tempéré par la détermination. Mais je vous assure que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour restaurer la confiance dans notre direction et notre intégrité. Pendant ce temps, Camille trouvait du réconfort dans son art. Heure après heure, elle peignait, ses toiles maintenant remplies de couleurs sombres et de formes turbulentes qui reflétaient le tumulte de son âme. Madame Dubois observait avec inquiétude, mais aussi avec soulagement, que Camille est un moyen de canaliser ses émotions. C'est incroyable comme elle peut exprimer tant de choses par la peinture, observa Madame Dubois un soir en regardant Camille travailler. Jean-Luc hocha la tête, les yeux fixés sur sa fille. Elle a un don extraordinaire. Je pense que l'art l'a sauvée, à bien des égards. Au fil des semaines, la vie commença à s'installer dans une nouvelle normalité. Jean-Luc entreprit une thérapie intensive pour faire face à la double trahison qu'il avait subie. Camille poursuivit ses séances d'art-thérapie, commençant lentement à parler de ses sentiments et souvenirs refoulés. Les habitants de la Bourgogne se mobilisèrent autour de la famille, offrant leur soutien et les protégeant de l'intrusion incessante des médias. Les voisins apportèrent des repas et l'école locale organisa un enseignement à domicile pour Camille jusqu'à ce que le tumulte se calme. Le procès d'Isabelle devint un spectacle médiatique. Chaque jour apportait de nouvelles révélations choquantes. Le témoignage de Pierre Martin décrivit en détail comment Isabelle avait méticuleusement comploté l'accident de Sophie. Les dossiers financiers révélèrent des années de manipulation et de fraude. Jean-Luc, tenu de témoigner, fit face à Isabelle pour la première fois depuis son arrestation. Leurs regards se croisèrent de brièvement, et Jean-Luc ne vit rien. Aucun remords, aucune émotion, seulement un vide froid qui le fit frissonner. « Elle n'a jamais tenu à nous, dit-il à Madame Dubois plus tard dans la nuit, la voix brisée. Toutes ces années, tout notre mariage, tout n'était qu'un mensonge. » Madame Dubois posa une main réconfortante sur son bras. « Mais l'amour que tu partages avec Camille, l'amour qu'elle a pour toi, c'est réel, Jean-Luc. C'est sur ça que vous devez vous concentrer maintenant. » Au fur et à mesure que le procès avançait, Entreprise Dubois subit une restructuration massive. Déterminé à blanchir le nom de son entreprise et à reconstruire son intégrité, Jean-Luc fit appel à des auditeurs externes et mit en œuvre de nouvelles mesures de transparence. Camille, inspirée par tout ce qui s'était passé, commença à travailler sur une série de peintures qu'elle appela « Voyage vers la vérité ». Chaque toile racontait une partie de son histoire, l'accident, l'abandon, les années avec Madame Dubois, les retrouvailles avec son père et les révélations fracassantes. La série captiva les critiques d'art, qui louèrent la profondeur émotionnelle et la maturité technique. Finalement, après des semaines de témoignages, le verdict fut annoncé. Isabelle fut déclarée coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à plusieurs décennies de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que la sentence était lue, Jean-Luc sentit un poids se soulever de ses épaules. Ce n'était pas la fin de son processus de guérison, loin de là, mais c'était une étape importante. Cette nuit-là, Jean-Luc, Camille et Madame Dubois s'assirent ensemble sur le porche de Madame Dubois, regardant le coucher de soleil. Camille, blottie entre les deux, tenait leurs deux mains. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. Jean-Luc échangea un regard avec Madame Dubois avant de répondre. « Maintenant, mon amour, nous guérissons, ensemble, en famille. » Madame Dubois sourit doucement, serrant la main de Camille. « Et nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de beau à partir de toute cette douleur. » Dans les semaines et les mois qui suivirent, la famille nouvellement formée commença à tracer un chemin vers le rétablissement. Jean-Luc, inspiré par le parcours de Camille et le soutien indéfectible de Madame Dubois, décida de créer une fondation au nom de Sophie. La fondation Sophie Dubois se concentrerait sur l'aide aux enfants traumatisés par l'art-thérapie et d'autres services de soutien. Camille, maintenant âgée de 9 ans, continua de s'épanouir artistiquement. Sa série Voyage vers la vérité fut exposée dans une galerie locale, attirant l'attention nationale. Critiques et amateurs d'art
furent émerveillés par l'intensité émotionnelle et la prouesse technique de quelqu'un de si jeune. Chaque peinture raconte une histoire, expliqua Camille lors du vernissage de l'exposition, sa voix douce mais confiante. C'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de tous ceux qui ont fait face à des épreuves et ont trouvé la force d'avancer. Jean-Luc, regardant sa fille avec fierté, sentit les larmes lui monter aux yeux. À côté de lui se tenait Madame Dubois, son bras lié au sien dans un geste silencieux de soutien. La communauté de Bourgogne continua d'être un pilier de soutien pour la famille. Un soir, ils organisèrent une cérémonie spéciale pour honorer Madame Dubois pour avoir sauvé et élevé Camille. Madame Dubois n'est pas seulement une héroïne pour Camille, déclara le maire lors de la cérémonie. Elle est une héroïne pour toute notre communauté, un exemple du pouvoir de l'amour et de la compassion. Madame Dubois, habituellement réservée, fut submergée par la reconnaissance. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, dit-elle, la voix tremblante. Camille m'a sauvé autant que je l'ai sauvé. » Au fil du temps, les blessures commencèrent à guérir lentement. Grâce à une thérapie intensive et à l'amour inconditionnel de Camille et de Madame Dubois, Jean-Luc apprit à se pardonner de ne pas avoir vu la vérité sur Isabelle. Il se consacra non seulement à sa famille nouvellement formée, mais aussi, à travers la fondation, à aider les autres à éviter le genre de douleur qu'ils avaient enduré.